L'année 2024 n'a pas vraiment bien démarré pour l'Ukraine. Il y a un an tout juste, on annonçait la grande contre-offensive ukrainienne. Aujourd'hui, on sent bien que la tendance s'est inversée et que Kiev ne maîtrise pas complètement la situation. À présent, ce sont les soldats russes qui sont à l'initiative. L'Ukraine a retiré ses unités d'Avdiivka. C'est le 9 octobre 2023 qu'a démarré la bataille d'Avdiivka, une ville industrielle de seulement 29 km² située aux portes de Donetsk. Et tout comme Bakhmout, le Kremlin a fait d'Avdiivka un objectif vital. Près de 50 000 soldats russes ont déferlé sur la ville, qui a fini par tomber face à l'ampleur de l'assaut. Mais les pertes côté russe ont de quoi faire blêmir. Des milliers de morts pour alimenter le fameux rouleau compresseur russe. Au moins cette fois-ci, ils sont parvenus à atteindre un des objectifs qu'ils s'étaient fixés. La bataille aura duré des mois, mais en fin de course, les forces ukrainiennes ont battu retraite. Après, il reste plus grand chose de la ville, si ce n'est un tas de ruines fumantes. Voici une déclaration du général Oleksandr Tarnavski, le commandant en chef des forces ukrainiennes dans la région de Zaporijia. Sur la base de la situation opérationnelle autour d'Avdiivka, afin d'éviter l'encerclement et de préserver la vie et la santé des militaires, j'ai décidé de retirer nos unités de la ville et de les déplacer vers des lignes de défense beaucoup plus favorables. Dans une situation où l'ennemi avance sur les cadavres de ses propres soldats avec un avantage de 10 contre 1 dans les tirs d'artillerie avec des bombardements continus, c'est la seule bonne décision. Général Oleksandr Tarnavski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes dans la région de Zaporijia. Il se trouve que la retraite d'Avdiivka constitue aussi la première décision majeure du nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrski, en fonction depuis le 8 février. Le général Syrski est surtout réputé pour avoir coordonné la défense de Kiev au début de l'invasion, puis pour avoir dirigé la contre-offensive de Kharkiv, un franc succès. Syrski prend le relais du général Valery Zaloujny, héros national à la tête de l'armée ukrainienne depuis le début de la guerre. Mais face à l'enlisement du conflit, Zelensky a décidé d'impulser un nouveau souffle à l'effort de guerre ukrainien en changeant de chef d'état-major. Mais la vérité, c'est que la relation entre Zelensky et Zaloujny n'était pas exactement au beau fixe. Beaucoup de désaccords avaient émergé dans la foulée de la contre-offensive ukrainienne lorsque celle-ci s'était avérée être un échec. Et puis, il s'agissait aussi de ne pas perdre la face. Dans une interview accordée à The Economist en novembre 2023, Zaloujny avait déclaré que la guerre était dans une impasse, qu'il n'y aurait probablement aucune percée, ni du côté russe, ni du côté ukrainien. En gros, la carte que vous avez sous vos yeux montre les positions des deux camps, qui vont probablement rester figées ainsi jusqu'à la fin du conflit. Alors pourquoi est-ce que Zaloujny pense ça? D'après le général ukrainien, les deux camps sont tombés dans une impasse technologique. Ils n'ont ni le matériel, ni les ressources pour prendre l'avantage sur l'adversaire et conquérir du terrain. En gros, on s'enfonce dans une guerre de position, un peu comme les tranchées en 14-18. On meurt par dizaines dans d'atroces souffrances pour grappiller quelques mètres de terrain. En d'autres termes, si l'Occident n'accentue pas rapidement son aide à l'Ukraine, les Ukrainiens ne parviendront pas à repousser l'ennemi et à le bouter hors d'Ukraine. Face à cette évidence, la seule issue possible semble être la négociation. En tout cas, c'est l'interprétation qui a été faite à partir des propos de l'ex-chef d'état-major ukrainien. N'empêche que cet entretien accordé à The Economist a suscité une vive émotion au sein de la société ukrainienne. C'est d'ailleurs ce qui a convaincu Zelensky qu'il était temps de lui trouver un remplaçant. D'où l'arrivée en début d'année d'Oleksandr Syrski. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à Avdiivka que les forces ukrainiennes ont été mises en difficulté. L'Ukraine était parvenue à reprendre des positions sur la rive orientale du fleuve Dniepr, mais ces derniers mois, elles sont devenues intenables. Ce qu'on avait interprété comme le fer de lance de la contre-offensive ukrainienne qui devait permettre de percer la ligne défensive russe est aujourd'hui totalement à l'arrêt. Pire, les positions ukrainiennes vacillent. Et pas uniquement là, c'est toute la ligne de front qui est en train de plier. La Russie lance simultanément au moins 5 offensives. Elle cible Kremina, Bakhmout, Marinka, Robotyne et donc la ville qui est tombée, Avdiivka. Faut être lucide, les soldats ukrainiens sont épuisés. Ils ont plus le moral et pour couronner le tout, ils sont à court de munitions et de matériel. Les livraisons d'armements occidentaux ont ralenti. Aux États-Unis, le principal allié de l'Ukraine, le Congrès n'arrive
n'arrivent pas à se mettre d'accord pour donner le feu vert à un plan de soutien de 60 milliards de dollars proposé par l'administration Biden. En fait, les républicains font du chantage en utilisant la crise migratoire à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique comme monnaie d'échange. Et puis, on ne peut pas ignorer qu'au sein même du parti républicain, il y a un front trumpiste qui s'oppose à la poursuite de la guerre en Ukraine, ou en tout cas à la poursuite du soutien états-unien à l'armée ukrainienne. Bref, tant que cette aide n'arrive pas pour l'armée ukrainienne, la situation risque de se gâter. La hausse de l'aide militaire européenne à l'Ukraine est essentielle, mais pas suffisante pour stabiliser le front. Si les États-Unis mettaient fin à leur aide militaire, les pays européens ne seraient pas en mesure de combler le manque d'équipements militaires critiques, notamment en termes de systèmes de défense antiaérienne comme les missiles Patriot. Institute for War. Alors pourquoi est-ce que la tant attendue contre-offensive a échoué? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les défenses ukrainiennes tombent les unes après les autres? La Russie a-t-elle gagné la guerre? Eh ben, on va dire ça dans le chapitre suivant. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo. Ça nous aide beaucoup. Tu peux aussi nous suivre sur Insta ou écrire un commentaire si tu veux taper la discute. Allez, on reprend. Je ne dirais pas que c'est un échec, ça n'a juste pas marché. On va pas y aller par quatre chemins. La tant attendue contre-offensive ukrainienne de l'année dernière a été un échec. Enfin, elle a pas marché quoi. En fait, en 2023, on espérait vraiment que l'armée ukrainienne allait réaliser une percée qui mettrait en difficulté les lignes défensives russes. Surtout après les victoires symboliques de Kharkiv et de Kherson fin 2022. Du coup, l'idée de repousser l'envahisseur russe paraissait un objectif atteignable. En plus, la livraison de plusieurs armements occidentaux pile à ce moment-là devait justement faciliter cette déferlante ukrainienne. Malheureusement, cette poussée ukrainienne au-delà des positions ennemies ne s'est pas concrétisée. Alors pourquoi? On va essayer de retracer le déroulé exact de ce qu'il s'est passé pour comprendre ce qui n'a pas marché. Déjà l'année dernière, Zelensky déclarait que 2023 serait une année pleine de victoires et de conquêtes. Même que le chef des services de renseignements ukrainiens avait promis que les Ukrainiens pourraient bientôt partir en vacances en Crimée. Bon, un an plus tard, c'est pas pour tout de suite les barbecues à Sébastopol. Nous souhaitions des résultats plus rapides. De ce point de vue, malheureusement, nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés. Ceci est un fait. Volodymyr Zelensky. Or, ceux qui se sont aperçus les premiers de cet échec en devenir, ce ne sont pas les Ukrainiens, probablement par péché d'orgueil, mais les États-Unis. Le 15 juin 2023, à peine 11 jours après le début de la contre-offensive ukrainienne, le secrétaire à la défense US Lloyd Austin rencontrait au siège de l'OTAN à Bruxelles le ministre ukrainien de la défense de l'époque, Oleksiy Rezkinov. À leur côté, parmi les membres de la délégation, de très hauts gradés de l'armée US. Austin n'a pas tourné autour du pot. Il aurait demandé au ministre ukrainien de l'époque pourquoi l'armée ukrainienne n'utilisait pas le matériel de déminage qui lui avait été fourni pour tenter de lancer un assaut à grande échelle en direction de Mélitopol. Il a aussi interrogé au sujet d'autres tactiques qui avaient pourtant été concertées lors de réunions préalables concernant la meilleure stratégie pour réussir la contre-offensive, comme par exemple la progression terrestre dissimulée par des écrans de fumée. En gros, Lloyd Austin a insisté auprès du ministre Oleksiy Rezkinov qu'il se tienne à la ligne définie en amont par les experts militaires du Pentagone. Malheureusement, même si elles avaient été soigneusement préparées, ces tactiques n'ont pas pu être mises en œuvre car la réalité du terrain a rattrapé les stratèges militaires. En fait, les tirs de barrages d'artillerie ont complètement désorganisé les troupes ukrainiennes. Il leur était dès lors impossible de progresser. En plus, sans appui aérien, la première ligne ukrainienne était prise au piège. En gros, c'est à peu près ce qui est arrivé aux Russes à Bakhmout et à Avdiivka, où chaque mètre de territoire conquis l'était au prix d'immenses souffrances. Nous ne pouvons pas manœuvrer à cause de la densité des mines terrestres et des embuscades de chars. Ex-ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov. De toute évidence, rien ne s'est déroulé comme prévu. Alors pourquoi? En fait, les spécialistes états-uniens et britanniques ont conçu pas moins de 8 simulations de guerre pour dégager au moins une stratégie susceptible de donner la victoire aux Ukrainiens. Le problème, c'est que même si ces simulations sont très abouties, elles n'ont pas pris en compte certains éléments qui ont lourdement pesé sur l'avancée des troupes ukrainiennes.
Déjà, l'armée ukrainienne était insuffisamment préparée. Rappelez-vous qu'en 2023, environ 130 000 soldats ukrainiens avaient déjà été blessés ou tués au combat. Et logiquement, ce sont les militaires de carrière et les unités spéciales qui ont été envoyés les premiers au front. Et ce sont eux qui ont subi les pertes les plus lourdes. Donc forcément, ceux qui sont arrivés en renfort avaient moins d'expérience. Surtout que ceux qui avaient déjà eu la chance d'être entraînés par des formateurs de l'OTAN ont dû passer une formation accélérée. 5 semaines à tout casser. Le temps pressait. Ils devaient absolument aller renforcer les premières unités déployées au front. Ensuite, les retards de livraison de matériel, elles se sont accumulées. Nous sommes désolés, mais certains des véhicules que nous avons reçus ne sont pas adaptés au combat. Lieutenant général Mikhailu Zabrodsky, chef d'état-major adjoint de Valery Zaloujny. Vous voulez un exemple concret? Les blindés d'infanterie allemands Marder, ils ont été livrés sans équipement télécom. Pas très pratique pour se battre. Et certains chars allemands Léopard n'étaient juste pas fonctionnels à 100%. Donc, en plus d'être en retard et insuffisantes, les Ukrainiens recevaient aussi des livraisons de matériel défectueux. Ensuite, l'Ukraine et ses alliés occidentaux ont sous-estimé la fuite en avant du Kremlin pour gagner cette guerre. Le rouleau compresseur russe avance, qu'importe les pertes côté envahisseurs. Ce fut mon erreur. La Russie a perdu au moins 150 000 morts. Dans n'importe quel autre pays, de telles pertes auraient arrêté la guerre. Mais pas en Russie, où la vie est bon marché et où les marqueurs de M. Poutine sont la Première et la Seconde Guerre mondiale, au cours desquelles la Russie a perdu des dizaines de millions d'hommes. Général Valery Zaloujny. Ok, un autre point qu'on n'a pas encore vu, c'est l'amélioration des capacités défensives de la Russie, qu'on avait largement sous-estimé. Et si vous combinez tous ces éléments qu'on vient de vous exposer, forcément que pas toutes les conditions étaient réunies pour que les forces ukrainiennes réussissent leur contre-offensive. À la base, l'idée du Pentagone, c'était de lancer une contre-offensive en avril qui démarrerait par une attaque frontale de la cavalerie ukrainienne pour percer le front en direction de Mélitopol. Mais à cause des retards accumulés dans la formation au maniement des blindés et de livraison du matériel nécessaire, les Ukrainiens ont été forcés de repousser l'offensive à début juin. Premier raté pour Washington. Surtout que le renseignement militaire avait perçu un nouveau facteur à prendre en considération, la nette amélioration des capacités défensives de l'armée russe. Une amélioration qui s'opérait à toute vitesse. Malheureusement, les 2 mois de retard sur le planning initialement prévu par l'armée ukrainienne laissèrent juste le temps nécessaire aux Russes de consolider leur position. En attendant, un autre obstacle s'est présenté. Le Pentagone souhaitait que les forces ukrainiennes concentrent toute leur puissance de feu sur un seul objectif. Sauf que pour Kiev, l'enjeu est trop important. L'état-major ukrainien ne peut pas se permettre de délaisser les autres fronts où des brèches pourraient apparaître. Les Russes s'engouffreraient immédiatement. L'armée ukrainienne a donc ignoré les suggestions de Washington au profit d'un autre plan, une triple offensive. Les cibles, Mélitopol et Berdiansk au sud et Bakhmout à l'est. Selon les experts ukrainiens, ça forcerait les Russes à trop étirer leur défense sur le front, ce qui finirait par ouvrir des brèches. C'est avec cet objectif en tête que l'armée ukrainienne a déployé tant d'efforts et de ressources pour reconquérir Bakhmout. Mais bon, le plan avait beau être audacieux, il n'a pas fonctionné. La triple offensive en simultané a trop dispersé les troupes ukrainiennes et amoindri sa puissance de feu. L'armée ukrainienne s'est cassé les dents sur la muraille russe. Est-ce que le plan alternatif que Washington avait proposé aurait fonctionné? On le sait pas et on ne le saura jamais. Mais bon, comme on te l'a expliqué tout à l'heure, les livraisons étaient irrégulières et la qualité du matériel inconsistante. Donc, dans tous les cas, les soldats ukrainiens ne se seraient pas battus dans les meilleures conditions. Ok, maintenant, les choses vont encore plus se compliquer. En fait, les livraisons de munitions d'artillerie ne sont juste pas à la hauteur pour rivaliser avec la puissance de feu de l'armée russe. Ça s'explique grâce à l'industrie de l'armement russe qui tourne à plein régime, mais aussi grâce au soutien de l'Iran et de la Corée du Nord. D'après le ministre ukrainien des Affaires étrangères, l'Ukraine n'a reçu que 300 000 obus du million promis par l'Union européenne. Forcément, si l'armée ukrainienne a élaboré sa contre-offensive en se basant sur une promesse qui n'a pas été honorée par ses alliés européens, c'est pas étonnant que les résultats ont été décevants, surtout avec moins d'un tiers des obus prévus. Et puis il faut prendre en compte la configuration actuelle du conflit qui n'est pas celle qui a été prévue par l'état-major ukrainien lorsqu'elle préparait sa contre-offensive, à savoir une guerre de tranchées avec des tirs de barrages d'artillerie à tout va. Durant l'été 2023, l'armée ukrainienne tirait en moyenne 7000 obus par jour. Aujourd'hui, à cause de la pénurie de munitions, elle n'en tire que 2000.
alors que la Russie, elle, en tire entre 10 et 20 000 quotidiennement, soit entre 5 et 10 fois plus. Les principales raisons du retrait d'Avdivka sont actuellement le manque de munitions. Ils n'ont probablement pas assez de munitions d'artillerie et de munitions anti-aériennes. Major Tanel Tatsi, commandant d'artillerie de l'armée estonienne. Donc, le problème, vous l'avez compris, c'est qu'au lieu de livrer 1 million d'obus comme elle s'y était engagée en 2023, l'Europe n'en a livré qu'à peine plus de 300 000. En fait, en basculant en économie de guerre, la Russie parvient à produire plus d'obus d'artillerie que l'ensemble de l'OTAN réunie. Et la production de munitions d'artillerie n'est qu'un exemple parmi d'autres du manque d'engagement des alliés de l'Ukraine pour la soutenir dans ce conflit. L'Europe n'arrive pas à s'aligner sur les besoins ukrainiens et l'aide des États-Unis est toujours suspendue aux négociations avec le parti républicain. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que l'Ukraine va perdre cette guerre? Eh ben non. En fait, on est arrivé dans une nouvelle étape du conflit que les Estoniens avaient anticipé depuis déjà un bon bout de temps. Alors, de quoi on parle? Chapitre suivant. Le point de bascule. Arrivé à ce stade du conflit, en décembre 2023, même Zelensky a été forcé de reconnaître qu'il fallait changer de stratégie. Alors, en quoi consiste précisément cette nouvelle phase? C'est une approche beaucoup plus défensive. Il faut préserver la ligne de front et épuiser les soldats russes au lieu de tenter des percées en territoires occupés. En revanche, l'armée ukrainienne continuera d'exercer une pression continue sur des cibles dites prioritaires. En fait, fin 2023, le ministre estonien de la Défense a publié un rapport sur la meilleure stratégie pour vaincre la Russie. L'armée estonienne préconise à l'armée ukrainienne qu'elle mise tout sur la consolidation de ses positions défensives, afin de regrouper ses troupes, de rassembler ses forces et de permettre à ses unités sur le terrain de se reposer. Entre-temps, les pays alliés auront plus de temps pour expédier leur livraison d'armement et pour maximiser leur production d'obus d'artillerie. Une fois que toutes ces conditions auront été réunies, l'Ukraine devrait pouvoir relancer une nouvelle offensive en 2025. Mais cette fois-ci, en ayant tiré la leçon de ce qui n'a pas marché au cours de la première. Mais en attendant, pour garantir que les lignes ukrainiennes ne cèdent pas sous les assauts de l'armée russe, l'armée ukrainienne doit utiliser tous les moyens à sa disposition, notamment les HIMARS, ces lance-roquettes multiples et ultra mobiles puisqu'ils sont installés sur des camions. Et pour ne laisser aucun répit à l'armée russe, les forces ukrainiennes peuvent continuer d'attaquer leurs positions avec des drones et des missiles de précision. Par contre, vu que les munitions viennent à manquer, il faut bien choisir sa cible. Faut donc frapper les centres de commandement, les entrepôts de munitions, les centres logistiques et la flotte russe en mer Noire. On peut aussi attaquer des infrastructures critiques comme des usines d'armement ou des raffineries. Voilà donc le plan que l'Estonie a recommandé à l'Ukraine et l'état-major ukrainien semble déjà l'appliquer sur le terrain. Zelensky a donc ordonné à son armée qu'elle accélère la fortification de toute la ligne de front, histoire de ralentir l'offensive russe qui se prépare pour l'été 2024. Mais surtout, l'Ukraine s'apprête à recruter entre 300 et 500 000 nouvelles recrues, tout en sollicitant les plus grands fabricants d'armes au monde pour qu'ils viennent installer leurs usines dans le pays. L'idée, c'est que ces groupes industriels pourront bénéficier en Ukraine de conditions très avantageuses, des contrats à long terme, zéro fiscalité, aucune contrainte administrative et j'en passe. D'ailleurs, ces mesures sont déjà en place pour l'industrie de l'armement ukrainienne. C'est comme ça que l'armée ukrainienne a rapidement réussi à booster la production de drones. Nous faisons face à un énorme déficit de munitions, non seulement en Ukraine, mais partout dans le monde. Nous comprenons que nous devrions produire cela ici, en Ukraine, parce que partout ailleurs dans le monde, les munitions s'épuisent ou sont déjà épuisées. Tous les entrepôts sont vides. Denis Shmyhal, Premier ministre ukrainien. En vrai, ce plan estonien, il est réaliste. Mais pour y parvenir, premièrement, faut absolument maintenir le soutien occidental à l'Ukraine. Et ensuite, faut vraiment élargir la capacité de production militaro-industrielle de l'Occident. Le problème, c'est qu'à la Chambre des représentants du Congrès US, il y a un front républicain trumpiste, très opposé au maintien du soutien états-unien à l'Ukraine et à la poursuite de la guerre. C'est scandaleux, ça va entrer dans les pages de l'histoire. C'est vraiment le cas, c'est conséquent et le temps presse et cela doit se produire. Nous devons aider maintenant. Vous savez, nous devons réaliser que nous avons affaire à Poutine. Joe Biden.
Si les États-Unis cessent de fournir de l'aide, cela aura un impact significatif sur la situation au front. Les États-Unis sont notre principal partenaire. Taras Chmut, président du conseil d'administration de la fondation Come Back Alive. Soyons clairs, si l'on cesse maintenant de soutenir l'Ukraine, alors elle perdra et ce sera la Russie qui l'emportera. Ce sera aussi donner carte blanche aux tyrans du monde entier pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. À leurs yeux, à défaut d'être crédible, l'Occident perdra son aura militaire qui faisait toute la force de sa dissuasion. Surtout qu'en vrai, la situation est loin d'être aussi dramatique que l'on ne le pense. Si l'Ukraine rencontre effectivement des difficultés sur le terrain, la Russie, elle aussi, a du mal à préserver les apparences. Déjà, le Kremlin continue de sacrifier les soldats à l'appel, surtout que les Ukrainiens sont quand même parvenus à détruire 1/5 de toute la flotte russe déployée en mer Noire. À défaut de pouvoir faire voler ces F-16 Falcon bientôt opérationnels, l'espace aérien ukrainien est verrouillé grâce aux systèmes de défense antiaérienne qui lui ont été livrés par l'Occident. Et quand bien même la Russie tire entre 10 et 20 000 obus par jour, soit entre 5 et 10 fois plus que l'Ukraine. L'année dernière, elle en tirait 45 000 tous les jours. Ça prouve bien que les munitions de la Russie, elles aussi sont en train de se raréfier. Je peux aussi vous présenter la situation sous un angle différent. Si bien la contre-offensive ukrainienne de 2023 a échoué, la Russie, elle, a échoué à briser les lignes défensives de l'Ukraine. Oui, l'armée russe a réussi à prendre Bakhmut et Avdiivka, enfin, ce qu'il en reste, mais au prix d'un immense sacrifice en vie humaine. Des milliers de Russes sont morts pour conquérir ces ruines. Et je vous dis pas le matos qu'ils ont perdu pour y parvenir. Donc, si l'Ukraine et par extension ses alliés occidentaux s'accrochent et parviennent à tenir jusqu'en 2025, alors la situation pourrait tout à fait tourner à notre avantage. Surtout que l'armée russe a subi d'énormes pertes et ça commence à se voir. Si l'Occident parvient à combler les besoins en armement de l'Ukraine et qu'elle tient sa parole concernant la livraison du million d'obus, ça permettrait à l'Ukraine de remporter la victoire, mais aussi de neutraliser le potentiel de nuisance d'une des principales puissances militaires du XXIe siècle et aussi de renforcer l'alliance du traité nord-atlantique. Ce sera aussi un avertissement pour tous les régimes autoritaires de la planète. Et si vous êtes sensible à l'argument financier, eh bien sachez que le coût de la guerre pour les alliés occidentaux de l'Ukraine est très raisonnable. On t'en avait parlé dans cette vidéo, mais en gros, pour résumer, les 110 milliards de dollars d'aide occidentale à l'Ukraine ne représentent que 0,20% du PIB combiné de tous les pays alliés de l'Ukraine. Ne pas soutenir l'Ukraine maintenant, en ce moment si crucial, serait une erreur stratégique avec des conséquences gravissimes pour notre sécurité à tous. Et c'est sans parler de la faute morale que représenterait l'abandon du peuple ukrainien. Les Ukrainiens ne demandent à personne de se battre pour eux. Ils ne veulent pas que des soldats états-uniens, ou des soldats britanniques, ou des soldats allemands, ou des soldats français, ou qui que ce soit d'autre se battent pour eux. Ils se battront pour eux-mêmes. Les Ukrainiens veulent seulement avoir les moyens de se défendre contre l'envahisseur russe. Mark Milley, ex-chef d'état-major de l'armée US. N'empêche que l'idée d'un soutien militaire un peu plus poussé commence à faire réfléchir. Troupes en Ukraine, Emmanuel Macron provoque surprise et consternation parmi les alliés. Les propos d'Emmanuel Macron sur la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine pour soutenir Kiev face à l'invasion russe ont provoqué mardi une levée de boucliers. Les alliés de l'Ukraine, dont Berlin et Londres, ont opposé une fin de non-recevoir à ces propos, estimant que cela risquait d'entraîner une escalade du conflit. En France, les oppositions politiques de LFI au RN ont condamné unanimement cette éventualité, la qualifiant de folie. La simple idée que la France déploie des soldats français sur le front russo-ukrainien est glaçante. Mais est-ce qu'on a réellement le choix? On a beaucoup reproché à l'armée française de s'être couchée en 40 face aux colonnes de chars nazis. Aujourd'hui, la Russie devient une menace pour toute l'Europe. Et la France est la superpuissance militaire du continent. Espérons que ça n'en vienne pas à ça et que l'armée ukrainienne saura vaincre l'envahisseur russe sans qu'un seul soldat d'une armée de l'OTAN se joigne à la bataille. Ce serait dramatique. Ok, maintenant, à toi. Si c'était à toi que revenait la décision de continuer à soutenir l'Ukraine ou pas, qu'est-ce que tu choisirais? Du coup, Macron a-t-il dit une connerie ou a-t-il fait preuve de courage? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Pense bien à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et à partager. Et à très vite pour plus d'actu internationales. Slava Ukraina et tchuss!